Les guerres non déclarées sont monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des agressions, sans que le peuple américain ne s'en émeuve. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour bâtir une société véritablement libre, il faut comprendre et rejeter le recours initial à la force. Et si parfois, pour aimer son pays, il fallait modifier ou abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement était celui qui gouverne le moins? Et s'il était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux périr en combattant pour la liberté que vivre en esclave? Et si l'heure la plus dangereuse pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 août 2026. Max Blumenthal nous rejoint. Max, c'est toujours un plaisir. Merci d'être avec nous. Israël a-t-il manipulé Donald Trump une fois de plus? Quel est le contexte de ces prétendus renseignements israéliens sur de prétendus projets iraniens d'attaquer Air Force One? Eh bien, si on regarde cette histoire, on voit en quelque sorte un microcosme de la manière dont toute la guerre contre l'Iran s'est déroulée. Voilà pourquoi les États-Unis imposent encore aujourd'hui à l'Iran une guerre prolongée, principalement une guerre économique, qui a dévasté l'économie mondiale. Demandez à n'importe qui dans l'immobilier aux États-Unis ce qu'il en est des taux d'intérêt en ce moment. Tout remonte directement à cette guerre. Alors, pourquoi cela s'est-il produit? Parce que Israël a manipulé un président sénile, intellectuellement limité, amoral et profondément corrompu pour qu'il mène cette guerre pendant des années. Alors maintenant, enfin, tout le monde parle dans les médias traditionnels de cette campagne de manipulation. Tout le monde sait maintenant que Trump a été caché dans un chariot de restauration, enfin, une sorte de chariot de restauration, pour s'éclipser vers un vol-leurre à Ankara, en Turquie, autour du sommet de l'OTAN. On se croirait dans une scène d'un de ces films. Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen? Vous l'imaginez, recroquevillé là-dedans, en train de transpirer, et, vous savez, la sueur orange lui dégoulinant du visage. C'est hilarant. Marco Rubio monte sciemment dans l'avion, qui était censé être visé par des agents des gardiens de la révolution iranien, équipés de missiles solaires portables, selon un certain renseignement reçu par la CIA, avec tous les collaborateurs de Trump que nous connaissons et méprisons. Et, selon ce renseignement, ils allaient tous être envoyés à la mort, sauf Donald Trump. Et cette femme, Natalie Harp, qui l'accompagne partout, qui a 35 ans, il l'a choisie pour survivre avec lui, à ses côtés, tous les deux seuls. Et il a choisi Hegseth d'Hollywood. Et Pete Hegseth, parce que c'est le parfait béni oui-oui, qui lui avait apparemment menti au sujet des munitions. Mais il a quand même choisi de le laisser vivre. Bien sûr, ce complot était totalement bidon. On savait qu'il venait d'Israël. En juillet, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël avait transmis aux États-Unis une information selon laquelle les Iraniens prévoyaient de tuer Trump à Ankara lors de ce sommet. C'était après les funérailles de Khamenei, dont j'ai rendu compte. Beaucoup d'Iraniens ordinaires étaient dans les rues et réclamaient des représailles contre Trump pour avoir tué leur cher dirigeant, qu'ils aimaient et considéraient comme un guide. J'ai interrogé des dirigeants iraniens pour savoir si l'assassinat était désormais réellement une politique. Et sans exception, ils m'ont répondu « non ». Notre politique consiste à maintenir le détroit d'Ormuz fermé jusqu'à ce que nous obtenions réparation pour cette guerre et justice, et à débasifier la région, c'est-à-dire à en retirer les bases américaines.
C'est notre rétribution. Mais nous devons quand même écouter les gens. Hier, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré « Nous n'avons aucun projet de tuer Trump. Il fait déjà suffisamment bien le travail de détruire l'Amérique. » Et c'est la politique officielle. Et c'est prudent. Mais les Israéliens ont manipulé Trump pour lui faire croire que l'Iran voulait le tuer. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à préparer une petite chronologie avant d'entrer en direct, en partant du 3 janvier 2020. C'est une date troublante, parce que c'est aussi la date à laquelle Maduro a été enlevé. C'est à ce moment-là que Trump a assassiné Qassem Soleimani, alors qu'il se rendait à une conférence de paix en Irak, sur la base de fausses affirmations des services de renseignement israéliens, selon lesquelles l'Iran préparait une attaque contre des soldats américains en Irak. Et c'est cette tuerie qui déclenche tout le cycle d'escalade avec l'Iran. Avançons jusqu'au 12 juillet 2024. Et je pense qu'il est important de noter la date précise. C'est ce jour-là que le FBI a arrêté un ressortissant pakistanais nommé Asif Merchant, l'accusant de préparer l'assassinat de Trump pour le compte des gardiens de la révolution islamique. C'était un faux complot. Le FBI le contrôlait. Le FBI avait été informé au sujet de Merchant par une certaine source à l'étranger, qui était presque certainement israélienne. Et vous savez, le FBI a piloté tout ce complot. Donc, un jour plus tard, le lendemain de l'arrestation de Merchant, c'est là que Thomas Matthew Crooks tente d'assassiner Donald Trump à Butler. Et que fait le FBI? Comment réagit-il? Il se rend au Texas pour interroger Merchant dans sa cellule sur une éventuelle implication iranienne. Il voulait vraiment faire porter la responsabilité à l'Iran. 3 jours plus tard, Ken Dilanian, vous le connaissez. C'est le type qui a été licencié parce qu'il laissait la CIA valider ses reportages à NBC, affirme que l'administration Biden a obtenu des renseignements sur un complot d'assassinat iranien visant Trump. Encore une fois, on essaye de présenter Butler comme un complot iranien. Mike Waltz fait la même chose au Congrès. Des semaines plus tard, le FBI transmet au Secret Service une fausse menace, en affirmant la même chose que ce qu'Israël vient de dire. Cela concerne la campagne Trump de 2024. Des agents des gardiens de la révolution iranienne seraient aux États-Unis avec des manpads et planifieraient d'éliminer le président. Cela pousse donc Trump à effectuer son premier vol fantôme de diversion en 2024 à bord du jet privé de Steve Witkoff, tandis que le reste de sa campagne est soi-disant envoyé à la mort à bord de Trump Force One. C'était bien sûr un complot monté de toutes pièces. Bon, 1 an plus tard, Donald Trump est président. Israël vient de lancer une guerre contre l'Iran, sans implication des États-Unis, soi-disant alors que des négociations sont en cours. Nous sommes le 15 juin 2025 et Netanyahou se rend sur Fox News pour sa grande interview avec Bret Baier en essayant d'entraîner les États-Unis dans la guerre. Que dit-il? Il affirme que l'Iran, selon ses propres mots, a tenté d'assassiner le président à 2 reprises, en faisant référence aux tentatives de Butler et de Mar-a-Lago. C'est totalement faux, totalement inventé. Puis arrive février 2026, quand Netanyahou entre à la Maison-Blanche, s'assoit dans la Situation Room en bout de table, avec Trump sur le côté, et fournit à Trump de nouveaux faux renseignements pour lui expliquer qu'il doit tuer l'ayatollah Khamenei et les dirigeants iraniens, et déclencher la guerre. La guerre a été déclenchée sur la base de cette fausse promesse israélienne, selon laquelle un changement de régime s'ensuivrait rapidement après ces frappes de décapitation. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'Iran est plus fort que jamais. Il est en train de devenir une puissance mondiale, avec le détroit d'Ormuz fermé. Sa population est incroyablement en colère et indignée par cet assassinat. Elle veut se venger. Et Israël a manipulé Trump une fois de plus. Et rappelez-vous ce que Trump a dit après avoir tué Khamenei,
le 28 février 2026. Il a dit « Je l'ai eu avant qu'il ne m'ait », ce qui indique que Trump croit tous les faux renseignements israéliens. Alors pourquoi ne l'aurait-il pas manipulé de nouveau? Mais maintenant, la CIA a déclaré au Washington Post « Nous avons peu confiance dans ces renseignements israéliens ». Et ils font fuiter dans les médias grand public, dans le Washington Post et le New York Times, qu'Israël manipule Trump pour le maintenir dans la guerre. Et il y a une autre raison pour laquelle Israël a fourni ces faux renseignements aux services secrets. C'était pour faire monter la tension contre la Turquie, qui accueillait le sommet de l'OTAN, et pour l'empêcher d'obtenir des systèmes antiaériens S-400 de la Russie et des F-35 des États-Unis que Trump lui avait promis. Donc Israël manipule à tous les niveaux pour maintenir Trump dans la guerre, et maintenant pour faire monter la tension contre cet État membre de l'OTAN. Comment peut-il rejeter les conseils et les orientations de sa propre CIA? Que dit-il à Ratcliffe, qui est à peu près l'un de ses larbins, quand il préfère les absurdités du Mossad à l'enquête menée par ses propres services de renseignement? Oui, je trouve vraiment triste que, vous savez, pendant la guerre en Irak, il y ait eu l'ambassadeur Joe Wilson, quelqu'un issu de l'appareil de sécurité nationale et de la diplomatie, qui est devenu le lanceur d'alerte sur cette guerre et qui a dénoncé les fausses affirmations sur, vous savez, l'uranium Yellow Cake du Niger. Dans cette guerre-ci, il n'y a personne comme ça. Personne n'est sorti de la CIA, du Conseil de sécurité nationale ou du département d'État pour dénoncer tous ces faux renseignements. Mais maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, la Maison-Blanche fuit de partout, comme un sous-marin du 19e siècle. Je veux dire, il y a une lâcheté au sein de l'appareil de sécurité nationale dans son incapacité à tenir tête à Israël. Il déconseillait cette guerre dès le début. Les chefs d'état-major interarmés du Pentagone étaient contre cette guerre. Dan Kane divulguait des informations dès le début. Dan disait qu'il n'y avait pas suffisamment de munitions avant même que la guerre ne soit lancée. Sa carrière devrait être détruite, tout comme celle de Bradley Cooper. Leur réputation devrait être détruite. Ils n'ont aucune crédibilité, mais ils restent à leur poste, et il n'y a eu aucune démission au plus haut niveau. Donc vous savez, au fond, ce sont une bande de lâches et de criminels de guerre au sein de l'appareil de sécurité nationale, manipulés par un tout petit État d'apartheid et par ses relais dans l'entourage de Trump, qui financent Trump à fond. Myriam Adelson en fait partie. Donald Trump les écoute, et eux sont prêts à dire « Nous ne faisions que suivre les ordres ». Où avons-nous déjà entendu ça? À Nuremberg. C'est cela. Vous parlez maintenant de hauts responsables militaires qui sont limogés. Le commandant de l'USS Abraham Lincoln ne devrait-il pas être limogé pour les conditions déplorables qu'il impose aux jeunes soldats et aux marines? Je pense que Hung Kao, le secrétaire à la marine, devrait être renvoyé. C'est un fidèle MAGA clownesque qui a perdu plusieurs campagnes électorales en Virginie. C'est un expatrié vietnamien, anticommuniste, fanatique, sans aucune compétence pour ce poste. Le 11 août, il a tenu une réunion avec des familles de marins qui lui disaient que leurs proches voulaient se suicider en mer. Ils appellent et disent qu'ils ne veulent pas vivre un jour de plus. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils sont là-bas. Ils n'ont pas de nourriture fraîche. Ils mangent, par exemple, des morceaux de pain rassis avec du Velveeta. Ils ne peuvent pas contacter leur famille. Et évidemment, ils ne peuvent pas les voir. Et maintenant, Stars and Stripes et Military Times nous apprennent que des marins à bord de l'USS Abraham Lincoln sautent par-dessus bord ou tentent de le faire. Il y a eu plusieurs tentatives de saut par-dessus bord pour se suicider. Et qu'a-t-il fait? Quelles réformes ont été mises en place? Nous n'en voyons aucune.
Cela remonte aussi jusqu'au sommet, jusqu'à Pete Hegseth. Et tout cela concerne vraiment la guerre. L'USS Abraham Lincoln tente d'imposer un blocus naval à l'Iran. Il ne peut pas opérer près de l'Iran en raison des armes iraniennes à distance de sécurité. On ne sait même pas clairement quel effet cela produit. Sur des navires précédents, sur d'autres porte-avions, des incendies ont été allumés par des marins pour tenter de mettre fin à leur mission. Et ils ont atteint la limite de ce que le psychisme humain peut supporter. Or, une chose qui, selon moi, améliorerait leur morale et permettrait réellement à ces marins de tenir pendant une mission aussi éprouvante, ce serait une guerre juste, qui défendrait véritablement le pays dont ils viennent. Et je pense que c'est le sous-texte ici. Ces marins savent qu'ils mènent une guerre perdue d'avance pour un petit État d'apartheid psychotique qui contrôle le président et qui n'est pas les États-Unis. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Les marins iraniens, ainsi que les membres de la marine iranienne et des gardiens de la révolution islamique, qui sont bombardés dans le sud, autour de Syrie, de l'île de Keshm et dans tout le détroit d'Ormuz, subissent un régime similaire. Ils reçoivent genre 2 œufs durs et un morceau de pain par jour. En fait, certains marins ont publié sur les réseaux sociaux que c'est leur régime alimentaire. Mais ils savent qu'ils défendent leur pays. Leur morale est élevée parce qu'ils savent qu'ils se battent vraiment pour une cause à laquelle ils croient. Et c'est ça, le sous-texte du problème ici. Ces marins savent qu'ils ne se battent absolument pour rien, dans une armée de mercenaires glorifiés. Leurs besoins psychologiques, comme leurs besoins physiques élémentaires, ne sont pas pris en charge. Ils ne sont que de la chair à canon pour Israël. Voici un producteur d'un documentaire sur l'USS Abraham Lincoln. Il résume ce qu'il a découvert et ce qu'on lui a dit. Chris, numéro 8. Vous savez, il y a une crise de santé mentale à bord de l'USS Lincoln, au Moyen-Orient, dont personne ne parle. Principalement parce que la marine l'étouffe, en gros. En ligne, vous lirez qu'il y a des pénuries de nourriture, des ruptures d'approvisionnement et un moral très bas parmi les membres d'équipage. C'est parce qu'ils sont en mer sans interruption depuis 250 jours. Au total, ils sont déployés depuis 271 jours, dont 250 sans escale. C'est du jamais vu. Normalement, ils font escale toutes les 3 à 6 semaines. Là, ils n'ont pas fait escale depuis 38 semaines. Gardez à l'esprit qu'une année compte 52 semaines. Et oui, les douches sont moisies. À ce stade, ils mangent essentiellement une sorte de bouillie insipide. Il n'y a pas de déodorant. Il n'y a pas de dentifrice. Mon neveu a un ami à bord. La semaine dernière, quand j'étais aux États-Unis, je recevais essentiellement des informations en temps réel. Ils ne parlent pas de la crise de santé mentale. 6 personnes ont essayé de sauter de ce navire. La plus récente, c'était lundi dernier. Vous savez, quand vous n'avez pas touché la terre ferme depuis 38 semaines, depuis plus de 200 jours, mentalement, il commence à vous arriver des choses. Ajoutez à ça l'épuisement et des erreurs mortelles commencent à se produire. Voilà comment le ministère de la Guerre, voilà comment Donald Trump traite nos militaires, hommes et femmes, dont les vies sont déjà mises en danger pour une putain de guerre d'agression qui était censée être terminée en quelques semaines. Par pure incompétence et négligence, nous mettons encore davantage leur vie en danger. Ça défie toute logique, toute raison et toute putain d'humanité élémentaire. Megyn Kelly a qualifié ça de fausse information. Oui, c'est tout ce qu'il peut dire. Et ça fait des années qu'ils font ça, et c'est propre à l'administration Trump. L'USS Theodore Roosevelt faisait appliquer l'endiguement de la Chine en mars et avril 2020, quand l'épidémie de COVID a commencé à se propager et que les marins ont commencé à être infectés à bord de ce navire.
Il y avait 4800 marins, et le virus se propageait parmi eux comme une traînée de poudre. Alors leur capitaine, je crois qu'il s'appelait Brett Crozier, a envoyé une lettre au San Francisco Chronicle et aux médias américains pour se plaindre qu'on ne les autorisait pas à accoster afin de soigner les marins. Et la panique éclatait à bord. Alors, quelle a été la réponse de l'administration Trump? Le secrétaire par intérim de la Marine a renvoyé Crozier, point final. Il lui a dit, vous savez, vous n'êtes pas loyal, et il lui a crié dessus. Ils ont donc ce passif, traiter les marins et les militaires comme de la simple chair à canon au service de l'Empire. Regardez les 4 dernières années. Des militaires tués sur la base de Muwafaq Salti, en Jordanie. Trump les a retirés de la liste officielle des morts au combat pour sauver la face. Il a prétendu « Oh, ils ont été tués pendant un cessez-le-feu », alors même que les États-Unis attaquaient l'Iran. C'étaient surtout des militaires noirs et issus de minorités qui ont sans doute rejoint l'armée américaine, non pas parce qu'ils voulaient se battre pour leur pays, dans un pays mandataire d'Israël comme la Jordanie, mais parce qu'ils voulaient gravir les échelons sociaux et avoir un avenir plus sûr dans une armée de mercenaires glorifiés. Et maintenant, ils sont morts. Je vais passer à un autre sujet, mais l'Abraham Lincoln compte 5000 marins. On y a recensé 7 tentatives de suicide, soit plus d'une pour 1000. Je n'ai jamais entendu parler de ça, même pendant les pires périodes de l'armée américaine. Et vous avez tout à fait raison. Ils ne se battent pas pour une guerre à laquelle ils croient. Ils se battent pour la guerre de Netanyahou, et ils le savent. Oui. Et monsieur le juge, vous parlez de 5000 marins. Pensez au nombre de familles liées à ce navire et au nombre de familles qui sont en train d'être brisées en ce moment même. C'est ça. Qu'a dit à ces familles ce fanatique vietnamien qui est secrétaire à la marine? Oui, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a eu cette réunion. Voilà ce qu'une personne lui a dit. Mon fils est actuellement sur ce navire. Et l'entendre dire que lui et ses camarades de bord pensent sans cesse à sauter par-dessus bord, juste pour être soulagés, c'est très difficile à écouter. Wow! Changeons de sujet. Y a-t-il des négociations en cours, négociations entre guillemets, entre les Israéliens et les Libanais? Et qui représente les Libanais dans ces négociations? Oui, qui représente réellement les Libanais? Eh bien, officiellement, c'est le président Joseph Aoun, qui n'a en réalité pas été élu, ainsi que son premier ministre, qui ne représente lui non plus aucun parti et n'a pas été élu. Mais nous avons publié un article de Wyatt Reed, de The Grey Zone, qui identifie la main cachée derrière ces négociations, visant à violer la loi libanaise, à violer la constitution libanaise et à normaliser les relations avec Israël. Alors qu'Israël occupe violemment le sud du Liban et fait exploser au moins 24 anciens villages libanais dans le sud du pays, afin de procéder à un nettoyage ethnique de la population chiite. Au milieu de tout cela, il y a une énorme dynamique en faveur de la normalisation avec Israël. Il y a tout juste eu une réunion en juillet dans un restaurant du Four Seasons à Washington. Plusieurs sénateurs américains, démocrates et républicains, y étaient présents. Des membres clés du cabinet Trump y étaient aussi. Benjamin Netanyahou et son épouse étaient là. Et il y avait un représentant libanais principal. Il s'appelle Antoun Senawi. Ça s'écrit S-E-H-N-A-W-I. A-O-I. Et Wyatt Reed raconte en quelque sorte l'histoire de Senawi et la manière dont il a mis en place une sorte d'armée secrète d'agents médiatiques, de propagandistes et même d'anciens responsables du Trésor américain et de miliciens pour faire avancer cette initiative illégale de normalisation. Senawi a notamment été mis en cause dans une série en 5 volets publiée par le média français L'Orient Today. Ce que nous avons fait,
c'est en quelque sorte résumer et synthétiser cette enquête, puis nous appuyer dessus pour expliquer comment il a recruté des agents issus du WINEP ou de la Foundation for the Defense of Democracies, deux des principaux groupes de réflexion à Washington, dirigés par Israël ou alignés sur lui, afin de prêter harmonisation avec Israël. Et il a payé des responsables du Trésor américain pour exclure du système bancaire des banques liées à des institutions chiites au Liban. Il dispose d'une milice chrétienne fasciste, privée appelée les Soldats de Dieu, qui a défendu ces banques, accusé d'être responsable du krach financier qui a détruit l'économie libanaise en 2019. Et il est marié ou entretient aujourd'hui une relation amoureuse avec Morgan Ortagus, qui était l'envoyé de Trump au Liban et qui reste vraiment l'une des figures les plus influentes dans la promotion de la politique de Trump sur le Liban. C'est une chrétienne évangélique convertie au judaïsme qui, après l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est rendue en Israël et a exhorté Israël à attaquer ses funérailles au stade de la cité sportive de Beyrouth, ce qui aurait tué des milliers de civils. Une fanatique absolue. Voilà qui vous dira tout sur Senawi. This will tell you everything about Senawi. He appeared with her at their coming out party. Il est apparu avec elle, en avril dernier, lors de leur soirée de coming out au Musée mémorial de l'Holocauste à Washington. Lui, qui est ostensiblement non-juif, a été inscrit sur leur mur des donateurs. Et elle a déclaré que son mari avait été formé par sa propre famille à soutenir Israël et le peuple juif, et qu'il était un sioniste chrétien convaincu. Attendez une minute. Ce n'est pas lui le négociateur pour le Liban. Ce n'est pas le négociateur. En réalité, non. Il n'est peut-être même pas autorisé à entrer au Liban. Mais c'est un banquier milliardaire corrompu qui finance tous les propagandistes et tous ceux qui poussent à la normalisation depuis Washington et qui paie et attire des personnalités partout. C'est donc en quelque sorte le pouvoir derrière le trône. Mais c'est quelqu'un dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler avant aujourd'hui, ou avant que ces enquêtes ne paraissent ce mois-ci. Et cela montre vraiment à quel point le gouvernement libanais est profondément antidémocratique, et à quel point tout cela se fait contre la volonté du peuple, de l'opinion publique libanaise, alors que leur pays est occupé. Tout cela est instrumentalisé par un milliardaire qui, selon son oncle, est fasciné par le judaïsme et croit peut-être même être lui-même juif. Il est marié à une chrétienne évangélique convertie au judaïsme qui, lorsqu'elle est allée rencontrer le président du Liban, Joseph Aoun, lui a serré la main avec une bague en forme d'étoile de David au doigt. Un symbolisme absolument bizarre. Et quelle sera la suite? Je pense qu'on verra davantage de rencontres à Washington entre des responsables libanais corrompus et Israël sous l'égide des États-Unis, pendant qu'Israël continue littéralement de détruire et de rayer de la carte certaines parties du Liban. Et l'opinion publique libanaise s'y oppose presque totalement. Voici l'Israélien, je crois que c'est le ministre de la Défense, Israel Katz. C'est très bref, mais très révélateur. Numéro 14, Chris. En aucune circonstance, nous ne nous retirons des zones de sécurité, ni au Liban, ni en Syrie, ni à Gaza. La leçon du 7 octobre, c'est que nous protégeons les habitants en maintenant Tsahal présente dans ces lieux et en les défendant. Que négociez-vous si Israël ne quitte jamais le Liban? Eh bien, lors d'une précédente, je crois que c'était à une conférence ou à un événement sponsorisé par Channel 14, pro-Netanyahou et pro-Likoud, Israel Katz, le ministre de la Défense, s'est vanté qu'Israël avait fait exploser 24 villages dans le sud du Liban et qu'il avait détruit Gaza. En gros, il s'est vanté d'avoir commis un génocide. Et il a dit, ces villages avaient des centaines d'années, et nous les avons fait exploser. Une nouvelle enquête du Financial Times, publiée aujourd'hui, décrit avec un niveau de détail clinique
comment Israël a systématiquement détruit des villages entiers dans le sud du Liban dans le but de déplacer définitivement leur population et de s'emparer de leurs terres. L'objectif d'Israël est de déplacer entièrement la population chiite parce qu'ils ne peuvent pas la vaincre dans les urnes et qu'ils ne peuvent pas vaincre le Hezbollah militairement. Wow, dernier sujet. Que s'est-il passé récemment en Cisjordanie pour que l'ambassadeur Mike Huckabee, lui entre tous, qualifie de terroristes les soi-disant colons israéliens? Eh bien, oui, je vais essayer de résumer brièvement. Mais c'est de la terreur exercée par les colons. Cet été, les colons ont été lâchés et autorisés à saccager librement des villages palestiniens. Vous savez, je parlais justement à un Palestinien dont la famille se trouve actuellement en Cisjordanie. Il disait que maintenant, vous vous levez et les colons sont carrément dans votre rue. Avant, vous ne pouviez peut-être pas sortir de votre ville, dans le district de Ramallah Bireh, parce que les colons se trouvaient à l'extérieur, près d'un point de contrôle. Mais maintenant, ils sont dans votre rue, armés, et ils menacent de vous tuer. Les colons ont tué des dizaines de Palestiniens cet été, et c'est parce que l'administration Trump leur a donné le feu vert en arrivant au pouvoir. L'administration Trump a retiré de la liste américaine des sanctions plusieurs colons violents impliqués dans des crimes mortels dès son arrivée au pouvoir. Elle s'est aussi alliée à Itamar Ben-Gvir, en quelque sorte le plus haut responsable parmi les fanatiques des colonies, qui est ministre israélien de la Sécurité. Il arme les colons et leur fournit des véhicules tout-terrain, ce qui accroît leur capacité à semer la terreur. Plus tôt cette année, un colon connu pour sa violence, Yannon Levy, a assassiné un professeur d'anglais et militant pour la paix nommé Aouda Hatalin. Celui-ci avait d'ailleurs travaillé sur un documentaire assez renommé intitulé No Other Land. Et tout récemment, des colons ont encerclé les maisons de plusieurs Palestiniens, les assiégeant de fait dans le village de Kousra. Et c'est à cela que Huckabee fait référence. En gros, pour des raisons de relations publiques, parce que c'est devenu tellement extrême, l'armée israélienne a évacué ces colons. Huckabee a ensuite fait de même et les a qualifiés de terroristes. Alors maintenant, à des fins de propagande, ils essayent de nettoyer le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé. Huckabee, qui fait en quelque sorte office d'ambassadeur israélien supplémentaire au sein de l'administration Trump. Mais ils ont donné le feu vert à cette vague de terreur menée par les colons. Et je dois préciser que, peut-être il y a une semaine, le ministre de la Défense, dont nous venions de parler, Israel Katz, a déclaré que le terrorisme des colons n'existait pas et qu'Israël ne qualifierait plus jamais de terrorisme aucun acte de violence commis par un juif. Seuls les Palestiniens peuvent l'être. Alors, est-ce que quelqu'un sera poursuivi pour ce que font les terroristes colons? Eh bien, quand ils sont poursuivis, ils s'en tirent avec une tape sur les doigts. Et le nouveau... Pardon, quand j'ai dit Israel Katz, je voulais dire le nouveau directeur du Shin Bet. Auparavant, sous l'autorité du Shin Bet, c'est-à-dire les services généraux de sécurité israéliens, il est arrivé que des colons soient placés en détention administrative. C'est le cas quand on est détenu parce qu'on est soupçonné de terrorisme. Je peux citer Haim Perlman, qui s'en est pris au couteau à des Palestiniens qui se tenaient simplement dans la rue. Il a d'ailleurs été, en quelque sorte, torturé. Son avocat était Itamar Ben-Gvir. Il a été placé en détention administrative par le Shin Bet, et les colons se sont mis très en colère à ce sujet. Des Palestiniens accusés de jeter des pierres, eux sont placés en détention administrative. Donc, le nouveau directeur du Shin Bet dit en gros plus de détention administrative pour les colons, ce qui leur donne le feu vert pour se déchaîner. Wow! Max, merci beaucoup, mon cher ami. Nous avons vraiment abordé tous les sujets, et je sais que vous êtes en déplacement.
et j'apprécie votre temps plus que je ne saurais le dire, tout comme tous nos téléspectateurs. Voilà Trump dans le chariot de nourriture. Je me demande si Erdogan était au courant de ça, Max. C'est un dessin intéressant que Chris a préparé là. Est-ce qu'ils auraient seulement informé le président turc que cela se passait? Well, this is just so humiliating for Trump. Eh bien, c'est tout simplement tellement humiliant pour Trump. Et je sais qu'à Téhéran, ils en rien bien, et probablement aussi à Ankara. Et partout dans le monde, tout le monde se moque du président qui se cache dans un chariot de nourriture après tous les dégâts qu'il a causés. C'est humiliant pour les États-Unis, tout comme le manque de munitions. C'est comme un empire qui n'arrive tout simplement plus à bander. Oui. Merci Max, bon voyage, tous mes vœux, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup juge, bien sûr. Dans 26 minutes, si vous nous regardez en direct à 3 heures, le colonel Douglas McGregor, le juge Napolitano pour Judging Freedom. Napolitano for Judging Freedom.